Bonjour Nicolas. Bonjour. Voilà. Merci de participer sur cette session d'interview. Nous avons l'honneur de t'accueillir aujourd'hui. Tu es le premier interviewé externe à Urbasense. Jusqu'ici, on s'est essayé à ce format, mais en fait, ça marche assez bien. Donc, on est ravi de pouvoir poursuivre ça avec toi. Tu me disais que tu reviens relativement fraîchement de Tunisie. Est-ce que tu as eu des perturbations dans tes vols? Parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'avions qui étaient annulés, ceux qui font des rebonds au Moyen-Orient notamment. C'était un très beau vol, bien direct. J'ai Ok, été perturbé à l'aéroport parce que j'ai vu des bouteilles de vin, donc j'ai préféré goûter ce vin, donc je l'ai ramené à la maison et voilà, c'est ok, la seule perturbation que j'ai eue. parfait. Je démarrerai par peut-être, j'aimerais bien qu'on puisse parler de toi, de ta formation, du labo dans lequel tu travailles, Umisco. Pour qu'on puisse bien saisir quel est le périmètre toujours en expansion de tes compétences. Ouais, avant peut-être parler de Umisco, peut-être parler de l'IRD, enfin Bonne de suggestion. voilà, l'IRD qui est l'Institut de recherche pour le développement. C'est un institut, public de recherche, un EPST, terme technique qui fait mal. Qui est par un peu comme le CNRS, on a le même statut au niveau de l'État. Moi, je suis fonctionnaire de l'État français, mais l'IRD travaille au sud, donc ça va être, beaucoup À d'Afrique, Montpellier, tu veux dire? ouais, pas le sud de la France, encore Ah, plus loin. encore plus loin, La d'accord. Tunisie, par exemple. Dont tu reviens. Bon, je reviens, la Tunisie, le Maghreb, Maroc, l'Afri l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, l'Asie du Sud-Est aussi. Ok. Et L'Amérique donc, aussi. c'est le point commun Pacifique. de tous ces pays, c'est qu'ils sont dans l'hémisphère sud, mais c'est aussi que ce sont des pays en développement, d'où le D de IRD. C'est ça. Pas forcément l'hémisphère sud, c'est plutôt le développement, voilà, qui en fait, c'est, ouais, c'est ça, surtout ça. C'est avant, c'était à la l'IRD, c'était un institut qui était dans la politique liée à la transmission de nos compétences, mmh, vers le sud, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un vrai partenariat que l'on a avec ces pays. Donc D'accord. Tu veux on dire que apprend c'était un peu descendant avant, c'est-à-dire une action presque de charité géopolitique, si je c'est force le ça, trait. c'est ça, avant, Et, avant. et aujourd'hui, on a bien un échange qui est bidirectionnel avec des compétences qui remontent vers la France aussi. C'est ça. Moi, je vois la recherche au sud, et au nord comme ça, c'est vraiment de dire on met en place des collaborations, et on donne autant qu'on apprend. C'est ça ma vision des choses. Superbe. Est-ce que tu as quelques chiffres en tête du nombre d'agents IRD, nombre d'implantations, ce genre de nombre de laboratoires, etc. Mais je crois 3000, un truc comme ça, Hmm, 3000. ok. Et il y a un certain nombre de représentations, parce qu'il y a l'IRD déjà en France, il y a un certain nombre de centres IRD. Il y a Marseille, il y a Montpellier, il y a l'Île-de-France, mais il y a aussi, au Maroc, au Sénégal, au Bénin, en Tunisie, au Vietnam, bien d'autres encore, je vais pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que Ouais, tu as le choix d'ouvrir une collaboration avec un pays qui n'a pas d'implantation IRD? totalement, Ouais, totalement, sauf tant qu'on respecte, des aspects éthiques. ok. Donc pas de collaboration avec des pays sous dictature, ça peut être ça, les aspects éthiques? Ça peut être ça, ça peut Ok. être ça, ça peut être ça. Mais c'est surtout à discrétion du chercheur aussi. Hmm, Voilà. ok, très clair. On a un rôle moral. D'accord. Typiquement, quand on on soumet un projet européen, on doit signer une convention, de non-recherche sur le tabac et sur les armes. D'accord, ok. Donc il y a une éthique forte qui est portée par l'IRD dans Tout les, à dans les fait. travaux qui sont engagés. Éthique, sur, l'aide au développement, mais aussi sur, la mixité, hommes-femmes, toutes ces choses-là. Ok.
Donc Est-ce l'IRD, que moi, je vais finir par rapport à l'IRD, ça c'est vas-y, ouais. l'IRD et il y a eu MISCO. Et Voilà, peut-être avant d'aller dans Umisco, est-ce que globalement, l'IRD a un périmètre de thématiques scientifiques, qui lui est propre comme, alors le CNRS est assez généraliste, mais quand même on retrouve, assez fortement des sciences, de la physique, qui sont représentées au CNRS, assez fortement. On pourrait citer l'INRAE un peu dans le même type d'organisme, où c'est plutôt des sciences du vivant qui sont développé. Est-ce que l'IRD a une thématique forte aussi comme ça ou est-ce que c'est très transversal? c'est extrêmement transversal. Donc on va avoir, des sciences sociales, des sciences de l'océan, de l'épidémiologie, santé, les sciences du vivant, et la modélisation aussi, qui OK, offre un cadre interdisciplinaire. C'est très, d'accord. très transversal, un peu comme le scénario justement. La modélisation donc qui est, l'un des savoir-faire, principaux de ton laboratoire, Umisco? Ouais, exactement, c'est ça. Donc UMISCO, c'est une unité mixte internationale et son petit nom, c'est Unité mixte internationale de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes, ATCHUM. Ça veut dire qu'on est un groupe de matheux et d'informaticiens qui travaillent sur des problématiques de modélisation, mais surtout sur des problématiques de terrain, sur, l'épidémiologie, sur le mobilité des hommes, sur, l'environnement et donc on va s'intéresser au travers de problématiques concrètes, par exemple le Covid, la fertilisation des sols, la pollution de l'air. Sur ces problématiques concrètes avec, les acteurs locaux, avec des chercheurs du domaine de ces problématiques, on va conceptualiser, on va produire des modèles, pour mieux comprendre, mais pour aussi aider à la décision. D'accord. Donc, votre spécialité, c'est la modélisation, mais par contre la modélisation peut s'appliquer à plusieurs cas d'usage. Donc ça va de la pollution à l'écologie. Je me souviens de travaux que tu avais présentés sur les, le déploiement des générations de mulots. C'est ça, je me souviens bien. En tout Mmh. cas, un rongeur, un petit mammifère. Ça, vous parlez également de problématiques fortes de société avec la pollution de l'air dans des villes, que ce soit en Europe ou en Afrique. Mmh. Avec voilà, parce que là on touche directement à des thématiques de santé. J'ai la statistique pour la France, 48 000 décès prématurés chaque année liés aux mauvaises conditions de qualité de l'air. Donc Mmh. c'est une problématique qui est vraiment très forte. Qu'est-ce que tu as modélisé d'exotique sinon? Je dirais beaucoup. L'école en bol, un Pas exemple. mal. Donc un petit hexapode du sol qui saute quand on Voilà, l'approche trop. voilà. Non mais, moi, qu'est-ce que j'ai modélisé? J'ai modélisé beaucoup de choses parce que je me qualifierais de bon à tout et bon à rien. Voilà, vraiment. J'enlèverai la deuxième partie néanmoins. Bah, mais dans le sens où je suis expert dans aucun de ces domaines, enfin, voilà, je suis pas l'expert, mais par contre, j'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre comment les gens parlent, à leur extirper les choses, les idées pour les conceptualiser et les mettre en musique dans un modèle. Ok. Ces Voilà. modèles, ensuite, comment est-ce qu'ils sont valorisés? Donc, il y a bien sûr des publications scientifiques dans des journaux à comité de relecture internationaux, mais ils peuvent également être utilisés pour changer la vie des gens, pour les aider à réfléchir, à agir différemment. Ouais. Est-ce que tu as quelques exemples? Ah oui, j'ai un exemple à Madagascar. Je crois que c'est un des plus beaux exemples que j'ai eu. On était dans l'Itache, dans un lieu agricole où, dans les maisons, il y a pas d'électricité. Voilà, c'était vraiment au milieu et les agriculteurs ne savent pas forcément lire et en amont, j'étais allé les voir une première fois pour discuter modèle, pour comprendre, leur activité agricole et surtout pour, comprendre comment ils fertilisent les sols. Parce qu'ils ont une approche, assez intéressante. Ils vont mélanger du fumier de poule avec du fumier de vache, avec d'autres éléments pour amender leur sol et en fonction de ce qu'ils plantent. Ça, c'était très intéressant à comprendre
et donc je suis allé les voir avec une écologue qui s'appelle Laetitia Bernard et on a, pour amener la discussion, on a mis un modèle en version papier. Donc c'était des bouts de papier qui représentaient des parcelles. La couleur du bout de papier représentait la qualité du sol et sur cette qualité du sol, sur cette parcelle, ils plaçaient, la plante, les fertilisants et cetera. On prenait une photo et ensuite, on leur mettait en mode stress. L'an prochain, vous avez moins de fertilisants. Qu'est-ce que vous faites dans cette parcelle? Et l'idée derrière, c'était de comprendre comment ils agissent sur le territoire, comment ils agissent sur leur parcelle. Donc là, c'était une première fois. Je suis allé à Madagascar, puis 1 an après, même pas 6 mois, je suis revenu, mais là avec des ordinateurs. Donc toujours, ces personnes ne savaient pas lire. Et des batteries. Et les batteries, et les batteries. Ces personnes ne savaient pas lire, n'avaient jamais touché un ordinateur pour certaines, clairement, et je leur ai mis l'ordinateur entre les mains et le modèle. Donc dans le modèle, il y a des, modélisation de bactéries qui interagissent avec la matière organique, tout fonctionnement, cycle du carbone dans le sol et cetera, et ces personnes ont joué avec ce modèle et je les ai vus tester des itinéraires techniques et de voir le nombre de charrettes au fil des tours et ça, je crois que c'est un derrière, il y a des choses très compliquées, difficiles à exprimer, simplement, mais grâce à une interface, jolie, simple, attrayante, des éléments de langage, parce que c'est important, mais ils se sont emparés de l'outil et ils ont joué. Ils ont testé des choses au point qu'ils, ils voulaient, nous on a dû dire: «C'est un modèle, c'est pas madame Irma qui prédit l'avenir. Mmh. Ouais. C'est un modèle, il peut y avoir des erreurs». Voilà. OK, donc c'est l'un des exemples qui permet, la prise de conscience, donc Mmh mh. une forme de pédagogie, de montée en compétence de ces acteurs-là et qui leur permet aussi d'agir, que ce soit à titre personnel, peut-être à titre collectif aussi. Je sais que tu as quelques expériences dans ce type de serious game à titre Oui, collectif. tout à fait, j'ai développé un serious game qui s'appelle Lithosim, qu'on peut retrouver sur internet facilement, où là, qui a été fait pour l'île d'Oléron au départ, où on a modélisé les différentes communes de l'île d'Oléron et la submersion de Xynthia. Et chaque commune dans ce serious game, devait, modifier le plan d'urbanisme, modifier, l'endiguement et cetera, en tenant compte, de son budget, de son occupation spatiale, heu, mais aussi chaque commune sont voisines. Donc si on place mal une digue, l'eau doit aller quelque part, donc l'eau va aller chez le voisin. Et comme c'est un jeu participatif collectif, et pendant le jeu, on simulait les submersions, type Xynthia, voire un peu plus forte, on voyait l'eau aller chez le voisin, ce qui crée des tensions entre les acteurs et des discussions un peu animées pour amener à créer des stratégies collectives. Donc ça, c'était, avec des élus et on l'a exporté à Madagascar encore, à Majunga. Et là, ce sont des acteurs du territoire qui l'ont adapté. Donc on a fait des réunions avec eux et ils se sont dit: «Ah oui, mais il faudrait, ajouter ça, cet aspect-là. Il faudrait ajouter dans le jeu l'aspect sensibilisation à ramasser les déchets plutôt qu'à les jeter dans le canal». Des choses comme ça. Et aujourd'hui, ce jeu à Madagascar, c'est leur outil qu'ils utilisent. OK. C'est un beau succès, un superbe achèvement pour, C'est un acteur clairement de la recherche comme toi d'avoir, développé un outil qui est utilisé ensuite, de manière opérationnelle. J'imagine que mmh, tu peux en être fier. j'en suis assez fier quand même, ouais. Super. Hem, Combien de temps, faut-il pour développer ce type d'outil, ce type de modèle? Heu,
combien de temps, combien de personnes? Quel est le cadre un petit peu, de montage de ce type de projet? Qu'est-ce que c'est le point de départ, le point d'arrivée? Et parle-nous Point un petit peu de le ça. point de départ, je dirais ça peut être un café. Un café. Simplement un café. Du café malgache, forcément? Pas forcément du café malgache, ça peut être du café français ou du café, vietnamien, mais c'est un café, un sourire, une entente. Je dirais que la recherche, pas de force c'est un métier de passionné où on prend du plaisir à chercher avec d'autres personnes. Ah ça, c'est le point de départ mais autour de ce café, des idées fusent, heu et ces idées fusent, après on les met en musique. On fait des petites choses avec les quelques moyens que l'on a, de budget d'unité par exemple, mais on va pas très loin, du coup, très vite, on est obligé de monter des projets. OK. Donc budget d'unité, ça veut dire que dans ton laboratoire, tu as, une ligne de budget qui peut servir à de la découverte, à des choses qui sont pas forcément fléchées. Mais, c'est pas massif, tu peux pas lancer, 3 thèses avec ces lignes de budget, par exemple. OK. On peut pas lancer 3 thèses avec ces lignes de budget, mais on peut lancer quelques idées, faire des petits prototypes très simples, Mmh. voilà. OK. Pour lancer les 3 thèses, il faut écrire un vrai projet de recherche, qui peut être très compliqué à obtenir parce que certains taux de sélection, c'est 2 5 D'accord, donc attends, ça veut dire que toi, tu passes du temps à rédiger ton projet, on va dire quelques semaines, quelques mois, à plusieurs c'est en ça, général. Une c'est équipe de ça, quoi? 5, 10 personnes c'est ça, qui vont être voire plus, impliquées, voire plus. voilà, voire plus, hein. Le projet est soumis et là, tu as 2 projets sur 100 projets qui sont acceptés. C'est ça. C'est rude. C'est rude, mais c'est que le meilleur gagne. C'est un peu Ouais, tout à tout fait, pas mais ça fait 98 fois 5, 10 personnes, fois plusieurs heures de travail qui ne trouvent pas concrétisation quand même avec ce système. Donc il y a beaucoup d'efforts qui est mis. Après, en même temps, selon les critères de sélection, les 2 projets choisis, sont normalement les meilleurs des meilleurs des meilleurs. c'est ça, c'est ça. Ce sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs, normalement, parce que, OK, l'erreur est humaine, je dirais. La sélection Dans les sélections, il peut y avoir des erreurs, même si c'est généralement ils sont quand même très bons, je dirais. Donc au bout de ces quelques mois d'écriture, de discussion, le projet de recherche est accepté, il y a les budgets et on peut réaliser l'activité de recherche. OK. Donc Donc il y a toi, des tu es fonctionnaire, donc ces budgets ne financent pas ton temps à toi. non, absolument Et pas. par contre, donc du coup, quels peuvent être des types de dépenses, qui sont adressés par ces budgets? Bah, ça va être, du contrat, des contrats pour en recruter des ingénieurs, des thèses, des post-doctorants. Ça va être peut être du matériel aussi, des prestations de services, des missions, l'organisation de colloques, d'ateliers. Parce que quand on est dans le cadre de Didem, on était très en lien avec les Didem, c'est Dialogue, Sciences et décideurs et dont je parlais à Madagascar tout à l'heure. On est très en lien avec les élus, il faut les voir et pour les OK, voir, faut la mission, réaliser des ateliers, bien manger, bien les accueillir, c'est important, la convivialité et pour ça, il faut de l'argent et ces projets permettent de financer ça. OK. Du coup, tu as un seul gros projet à la fois. Quelle est l'échelle de temps un petit peu d'un projet? Entre le café, l'acceptation, puis, l'acceptation et sa fin? Mmh mh. Un projet entre le café et l'acceptation, enfin déjà, le café et le début d'écriture, ça peut être très rapide, voilà. Parce qu'on s'entend super bien, parce qu'il y a tout de suite quelque chose qui passe. Le projet et l'acceptation, ça peut être plusieurs années. 2 ça veut dire que le projet peut être refusé et donc faut attendre l'année suivante pour le resoumettre. Mmh, d'accord. Voilà. Mais généralement, il y a des indicateurs. On voit les organismes où on soumet, ils acceptent pas la première année, mais ils donnent bien des indices pour, soumettre la deuxième année et on sait comme ça s'il faut resoumettre ou pas. OK. La durée d'un projet en général, c'est quelques C'est années?
3 à 5 ans, je dirais. Voilà, 3 à 5 ans, heu, financé sur l'objectif du projet. OK. Du coup, donc des projets de 3 à 5 ans, est-ce que ça te mobilise, est-ce qu'un projet te mobilise tout ton temps? Tu as plusieurs projets en parallèle? Ouais, on a plusieurs projets en parallèle souvent, moi j'en ai plusieurs, hein, et comme je suis un peu bon à tout et bon à rien, je vais avoir des projets dans le sol, qui s'intéressent au sol, fonctionnement du sol, bactéries dans le sol, et des projets qui sont dans l'air, qualité de l'air, épidémie, la dengue, des choses comme ça. Et ça, c'est un des avantages d'être modélisateur, c'est qu'on a des projets qui sont, on acquiert une capacité à discuter avec, des pédologues et des climatologues et des géographes, et ça permet de monter des projets qui sont vraiment transversaux. Donc ils Ouais. vont aller du sol, de l'intérieur du sol, jusqu'à la qualité de l'air. Qui est souvent très riche et qui permet de s'avancer vers l'applicabilité. Parce que quand on ne considère qu'une seule science, on est souvent partiel, hein, on réfléchit un peu en chambre. Donc c'est C'est ça. important de se confronter à la pluridisciplinarité. OK. Et la pluridisciplinarité peut être dans un même domaine parce que par exemple, le domaine de l'écologie, domaine du sol, dans ce domaine du sol, il y a des sous-domaines. J'ai même été confronté cette semaine pour la notion de décomposition de la matière organique. OK, En fonction des personnes, ce mot veut dire des choses différentes d'accord. et bien comprises. Donc c'est là où notre Tu disais capacité modélisation des systèmes complexes. En effet, ça a l'air bien complexe là pour le coup. Très bien. Parmi les projets que tu as en cours, il y en a un qui me touche particulièrement qui s'appelle Wakatali. je crois, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On peut en dire qu'il a débuté autour d'un café. Mmh, c'est vrai. Voilà, autour d'un café, et autour de ce café, c'était une idée tout simple, un petit capteur. Voilà, et qu'est-ce que je peux en dire de ce projet? C'était concevoir un capteur tensiométrique des sols. On a eu une idée folle comme ça. On savait pas comment faire. Voilà, on en a discuté, puis allons-y. Après on a monté 2 stages, Oui, c'est et vrai. ensuite on Mmh, a on a renforcé cette collaboration au travers de ces stages pour voir vraiment si on pouvait vraiment travailler ensemble. C'était le cas. On pouvait toujours boire des cafés après, boire des bières, et ensuite, bah, ça nous a amené, à monter un vrai projet ANR, un laboratoire commun, ce qui n'est pas, un projet, simple à obtenir d'une part, donc et ANR, c'est, Agence nationale, de la recherche. c'est ça, Donc c'est l'un des organismes qui est en capacité, donc un organisme national qui est en capacité d'octroyer des fonds pour certains projets. ouais, c'est ça. Et donc là, le laboratoire commun, l'APCOM, c'est, l'un de ces mécanismes d'octroi de fonds qui est un peu particulier. Oui, c'est ça, c'est totalement particulier. C'est pas parce que la recherche, publique est souvent à la marge, je dirais. Enfin, dans les ANR, on essaye, dans ce projet de cette agence, on essaye de mettre un partenaire privé dans les projets, mais là, l'avantage de ce LabCom, de cet ANR LabCom, c'est que le privé et public a le même poids dans le projet. C'est un vrai partenariat à 2, et je trouve ça super intéressant Ouais, tout à parce fait. qu'au-delà de mener une recherche, ça aussi incite à aller vers l'opérationnalisation de l'objet de recherche, typiquement un brevet. Tout à fait. Moi, ce qui m'a touché dans la définition de ce laboratoire commun, c'est que, son ambition, c'est de faire passer du savoir-faire qui existe dans le monde de la recherche vers le marché de l'emploi, donc d'arriver à créer des emplois in fine. Ce qui nécessite de passer par quelques étapes, notamment celle du développement d'un produit qui doit trouver un marché. Donc là, on est clairement dans le domaine de l'acteur économique, dont c'est le travail. Et c'est vrai que on a avec la même importance à la fois les ambitions, mécanismes, savoir-faire de la recherche d'un côté,
et également la vision, la dynamique et les savoir-faire de l'acteur économique de l'autre côté qui se rencontrent. Et c'est très riche en enseignements. En tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment une belle expérience. Et je trouve que c'est une très bonne expérience et sans se lancer des fleurs, on peut être fier des résultats. Dans ce Labcom, qui est pas forcément énormément financé, faut dire que c'est 300 000 €, c'est le budget max ce qu'on peut avoir. On finance une thèse, mais c'est aussi un bras de levier pour obtenir d'autres choses, d'autres financements. Il y a eu 2 thèses, en fait, dans ce Labcom. Il y a eu de l'ingénieur, des stages et de belles expériences, de bons partenariats privé-public qui Ouais. vont se poursuivre. Donc ça Donc il y ouvre a à plusieurs partenariats avec d'autres laboratoires de recherche également. dont Biogéosciences qui est de l'université de Bourgogne, donc laboratoire de climatologie, hem, Utinam qui est un laboratoire de chimie des matériaux de l'UMLP, Université Louis et Marie Pasteur, au On peut Mans, parler peut-être des laboratoires au Sénégal, à Dakar également. évidemment, de l'IFAN, donc qui est de l'UCAD avec Mathieu Gay et après des instances, locales, je pense aussi, donc à la ville de Dakar, à la fédération de foot, qui nous a aidés. Tout à fait. Euh, ce projet donc Wakatali, tu l'as dit, a donné lieu donc à ces travaux de thèse, des publications, des thèses qui ont été rédigées, un brevet, des prototypes, des différentes mises en place d'expérimentations pour mesurer l'effet positif de la végétalisation dans les villes, que Mmh. ça soit sur la pousse des systèmes racinaires, sur l'infiltration de l'eau, sur l'épuration de l'air grâce aux végétaux. Euh, et aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état d'avancement de ce projet et de ses perspectives de développement et d'extension, de ton point de vue? De mon point de vue, il est très positif, évidemment. Je suis, content de ce qu'on fait ensemble, hein. Ce que je dirais, au départ, on avait autour d'un café l'idée, l'ambition d'un capteur open source qui puisse être construit à la fois en France, mais aussi en Afrique, en Asie, un peu partout et aujourd'hui, on touche ce but et si avant on n'avait qu'un capteur, qui coûtait très cher, aujourd'hui on offre aux autres la possibilité de construire leurs moyens de mesure, de le réparer. Ça, c'est fort. Maintenant Et pour rappeler l'ambition initiale, il s'agissait de permettre de faciliter la capacité de mesure, que mmh, ça soit dans nos pays développés, mais aussi pour des structures moins développées, moins riches, comme par exemple des exploitations dans des pays du Sud, des exploitations agricoles dans des pays du Sud, donc pour permettre à tous ceux qui font pousser des cultures vivrières de se doter de moyens de mesure à faible coût et qui peuvent quand même apporter de l'efficience dans leurs pratiques, notamment économiser de l'eau, qui est, on le sait, une ressource en très forte tension dans ces pays-là. c'est ça, exactement et si aujourd'hui, bah, le projet il a été validé en 2021, si mes souvenirs sont bons, donc il est Tout à toujours fait. actif. Il est toujours actif ce projet, mais il a été aux yeux et aux oreilles d'autres chercheurs qui nous demandent de participer dans leur projet. Donc c'est un formidable effet de levier derrière Mhm. parce que, sur, ce budget qu'on a eu, on a pu concevoir ce capteur, développer un autre capteur de qualité de l'air qui s'appelle Camélio. Un capteur, météo avec anémomètre, température radiante et cetera. Mais tout cela, offre une station de mesure à bas coût, des outils de modélisation pour détecter, l'activité racinaire grâce attention, dans les sols, donc des capacités d'aide à la décision sur l'arrosage ou non
Voilà. Est-ce que donc permettre de suivre, toutes ces choses-là et c'est tombé, comme je disais tout à l'heure, aux yeux et au regard d'autres chercheurs, d'autres, heu, on va dire, bailleurs, ce qui amène à la création de nouveaux projets. Donc D'accord? je Tu as voilà, une petite info, du coup, fraîche là-dessus? voilà, c'est ça, on a eu, l'obtention, d'un projet FFM, mais là, qui est basé pour, l'Afrique OK, avec excellent, voilà, sur le même sujet, sur le même mais là, c'est l'usage de ces capteurs en milieu agricole, donc parfait. pour des Donc, l'une rivières. des 2 des grandes extensions que l'on imaginait au début de Wakatali. Exactement. Si on n'a pas pu le faire dans le premier projet, on pourra le faire dans le second Ouais, ouais, tout à fait. et du coup, la collaboration continue. Excellent et j'en suis ravi. Très bien, beh, je pense qu'on touche à peu près, au but, de notre interview. Est-ce que tu vois des Ouais, sujets, à rajouter qu'on n'aurait pas ouais, traités jusque-là? je voudrais rajouter quand même un sujet. Vas-y. Parce que j'ai l'air, peut-être un parle de vivrière, de capteur, de modélisation mathématique et informatique. Voilà, mais une des spécificités que j'ai, c'est quand même, et de l'unité, c'est de s'intéresser à des problématiques concrètes. Ça, on en a parlé, on l'a vu. Hem, mais il y a un aspect qui est très important pour nous, c'est la sensibilisation, la formation. Parce qu'on est chercheur, on n'est pas obligé de donner des cours, mais on en donne dans les universités à l'étranger, OK, sur nos pratiques de recherche. Quand on forme des doctorants, ce sont souvent des doctorants d'Afrique, d'Asie, donc pas des Français. Dans le sens, on forme souvent au sud. OK. Ouais, Voilà. c'est un point C'est qui est un important. aspect c'est un aspect important et nous, on est une unité mixte internationale. Donc c'est encore un truc un peu bizarre, dans le sens où on n'a pas que des tutelles françaises. Donc la 1re tutelle, c'est l'IRD, mais il y a Sorbonne Université, là où qui est la deuxième tutelle française, mais aussi Qadi Ayad, donc au Maroc, l'UCAD au Sénégal, à Dakar, Saint-Louis, l'UGB, donc l'université de l'UGB, Yaoundé 1 Oui, oui. et au Vietnam. Et OK. toutes ces universités font tutelle de l'UMI. Et ce que je dirais, ce qui est important dans cette UMI, donc c'est une unité mixte internationale, donc qui est portée par l'IRD, mais que les chercheurs qui sont dedans, on est 70, en gros 70-80 je crois, chercheurs titulaires, je compte pas les doctorants. Dans ces, 82 titulaires, on est 15 Français de l'IRD et tout le monde a le même statut au sein de l'unité, a les mêmes, fonctions, même rôle, même on est dans l'équité et donc dans le partage de connaissances et dans une vraie collaboration, amicale, On fait du coup, une organisation, riche, plus riche que si elle to n'était, strictement nationale. totalement, totalement. On apprend énormément de choses dans cette unité. OK, excellent. Merci beaucoup Nicolas Ben, et merci à toi, donc peut-être un prochain interview, sur, les suites, du projet, FEFEM en Afrique. ça marche. Avec plaisir. À À tout bientôt tout le bientôt. monde. À bientôt, merci.